C'est une réunion convoquée d'urgence ce lundi par le président de la République à la suite des récentes attaques sauvages des EDF qui ont causé la mort de 6 personnes dans la ville de Béni au nord Kivu. Autour du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général de FARDC, les chefs de corps de l'armée et de la police, le numéro 1 du service de renseignement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et la représentante du secrétaire général des Nations Unies ont passé en revue la situation sécuritaire dans cette partie du pays après ces attaques. Après quelques heures de discussion, la réunion du Conseil de sécurité élargie à la MONUSCO laisse filtrer ses premières décisions. Nous installons dès maintenant, dès aujourd'hui, et demain ce sera effectif sur le terrain, l'état-major général avancé, avec le chef d'état-major lui-même, et dans les environs, dans les plus prochaines heures, ce sera fait. Et dans les plus prochains jours, le chef, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pourra être aussi de passage par là. Le seul point à l'ordre du jour, la paix immédiate à Béni et dans les environs et partout. Et cette paix, nous l'obtenons avec la force de tout le monde, l'appui de tout le monde, les civils, la société civile, les élus du peuple et nous-mêmes. Nous l'obtenons aussi avec l'appui de la MONUSCO, appui que nous estimons utile. Concernant les actes de vandalisme posés en représailles par la population de Béni dans les installations de la MONUSCO et autres bâtiments publics, Leila Zerougui, qui condamne les faits, rassure les Kivusiens en particulier et les Congolais en général que la MONUSCO demeure le partenaire privilégié du pays dans les processus de maintien de la paix. Je dis à la population de Béni que je comprends leur colère, je compatis parce que c'est une population qui a beaucoup souffert, qui a subi beaucoup de pertes, qui est déstabilisée, mais on ne peut pas réussir à la protéger et à soutenir nos partenaires du gouvernement et des FARDC si on devient nous-mêmes une cible. On ne veut pas qu'on soit la cible, on veut qu'on soit ensemble, on veut qu'on travaille ensemble pour réduire la menace jusqu'à la finir. Le Conseil de sécurité, a dit le ministre de la Défense, a mis en place de stratégies qui rassemblent tous les ingrédients de sorte que la paix revienne très vite dans cette partie du pays. Pour rappel, Béni s'est réveillé en pleurs ce lundi après des tueries barbares perpétrées par les rebelles EDF en débandade à la suite de l'offensive généralisée que mènent les FARDC ces dernières semaines. La Commission Défense et Sécurité s'est fixé une priorité, conformément à l'article 42, alinéa 3 du règlement intérieur, la priorité d'examiner les budgets, le projet du budget pour l'exercice 2020, de voir les crédits qui sont alloués au secteur de sécurité et de défense, les crédits qui est alloué à l'armée, les crédits qui est alloué à la police nationale, à l'ANR, à la DGM, et de faire des constats par rapport à ces crédits, de les comparer aussi avec ce qui était alloué en 2019-2018. Durant 3 jours, les honorables députés membres de la commission de défense ont examiné, analysé les prévisions budgétaires du budget 2020. Et puis nous avons écouté les experts nous ont parvenu leur appréciation, là où on a minoré, et ils ont demandé l'augmentation. Une précision ici qu'il faut donner, c'est qu'il ne nous revient pas à nous d'augmenter le budget de l'État, il ne revient pas à l'Assemblée nationale. Mais ce que nous allons faire comme commission défense et sécurité, c'est de soumettre tous ces constats, toutes ces recommandations, nous allons les soumettre à la commission ECOFIN dès ce soir, pour voir si c'est possible de réaliser quelques aménagements internes au budget. Le réaménagement interne est possible, mais on ne peut pas augmenter le volume budgétaire. Et donc c'est des recommandations qui nous serviront non seulement dans le cadre
de l'examen du budget 2020, mais aussi dans le cadre de l'examen du budget 2021. Nos analyses étaient axées sur 3 points. Il y avait le budget de rémunération, parce que c'est là où on voit les salaires, les soldes. C'était axé également sur le budget du fonctionnement, c'est-à-dire de l'opérationnalisation, tant de l'armée, de la police, de la DGM, de l'ANR, etc. Mais aussi les dépenses ou les crédits liés aux investissements aussi. Donc nous avons axé nos analyses sur la rémunération, c'est-à-dire ce qui concerne le personnel, sur le fonctionnement, c'est-à-dire sur le plan opérationnel, mais également sur les investissements, c'est-à-dire le projet à réaliser dans le moyen long terme. Le royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sont décidés de raffermir la coopération parlementaire. Cette question était au cœur de l'entretien du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambou Mwamba, et son hôte, l'ambassadeur belge Joe Andeku. On a parlé d'abord de la coopération belgo-congolaise, bilatérale, la visite du président qui a redynamisé en quelque sorte nos relations et les entretiens également, ou les rapports entre nos deux parlements. Nous avons eu également des élections en Belgique en mai et alors il y a également des nouveaux présidents du Parlement de notre Assemblée nationale et du Sénat qui ont été élus récemment. Et alors là, on essaye de mettre en place une coopération parlementaire entre la Belgique et le Congo. La ville de Kananga en proie à des graves érosions. Les élus du Kasaï central sont devenus attirer l'attention du chef du gouvernement sur cette menace. À cela s'ajoute l'affaissement du pont Loeta, avec comme risque la rupture d'approvisionnement de la province à partir de l'Angola. Nous avons soulevé le problème de la relance des travaux de la centrale hydroélectrique de Katende. Nous avons soulevé aussi le problème de route. En sus, la voirie urbaine avec 4 ravins qui risquent de faire disparaître la ville de Kananga. Nous avons aussi soulevé le problème de route de déchets agricoles pour arriver à approvisionner les centres de production. Nous avons soulevé aussi le problème de l'insécurité alimentaire qui sévit au Kasaï central. Et là, nous avons sollicité un appui à la relance de l'agriculture pour que la deuxième saison soit une réussite et même la première saison pour éviter des catastrophes dans l'avenir. Nous avons aussi soulevé le problème de la route Kananga-Kalambambouji avec le pont Loeta qui s'est affaissé. Ce qui fait que cette semaine risque d'être une semaine noire pour les habitants du Kasaï central, étant donné qu'ils étaient approvisionnés par cette route de produits qui viennent de l'Angola. Nous avons aussi soulevé le problème d'adduction d'eau pour éviter les maladies d'origine hydrique de la part de nos populations. Nous avons aussi soulevé les autres aspects en termes de route Kananga-Munkamba, Kananga-Kalebo, Kananga Luisa, Kananga Demba, jusqu'à Ilebo aussi. Le Premier ministre, il a décidé déjà dans les jours à venir de diligenter une équipe sur terrain. Les quelques cas d'insécurité ont aussi été rapportés au Premier ministre Ilunga Ilunkamba, tels que les vols des bandits à main armée. Bonjour Odilon. Oui, Odilon, est-ce que vous nous suivez? Nous sommes dans les territoires de Madimba, précisément dans la ville de Kisantu, située à 220 km de la ville de Kinshasa. C'est ici, précisément, à Bouela Lodge, où le FCC a choisi comme cadre pour tenir sa première retraite politique d'évaluation. Vous le savez, depuis que le FCC a été créé, n'a pas évalué son parcours, si pas son action depuis sa création. Et aujourd'hui, il sera question, comme le précise Kabange Numbi, cadre du FCC. Aujourd'hui, il est question d'évaluer la marche du FCC depuis sa création jusqu'à ce jour et de répondre à 2 défis majeurs. Le premier défi, c'est le défi de gouvernance. Comme vous le savez, nous avons gagné les élections à tous les autres niveaux. Nous avons la majorité au niveau des différentes institutions et nous gérons les provinces. Nous sommes au gouvernement.
ce défi de gouvernance, nous devons l'évaluer et voir comment nous devons continuer à travailler pour le mieux-être de la population congolaise. Et le deuxième défi, c'est le défi de 2023. Nous allons jeter les jalons de notre marche d'ici à 2023, où le FCC veut faire mieux qu'en 2018. Voilà, CCEP, rendez-vous est pris donc dans nos éditions du soir pour plus d'informations sur cette première retraite d'évaluation du FCC. La région de l'Équateur connaît des inondations désastreuses. Dans les territoires de Mbandaka, Makanza et Bolomba, Basankusu, Bomongo et Lukolela, la mission dépêchée par le gouverneur intérimaire, Jean-Guili Mouamoulanda, n'a eu que les yeux pour regarder l'étendue de la catastrophe. Plus d'un demi-million de personnes sont déplacées par cette furie des eaux. Des dégâts matériels sont importants et on note en plus un cas d'une fièvre hémorragique dont l'échantillon a été envoyé à l'Institut national de recherche biologique, INRB, pour examen. Ces inondations vraiment malvenues ont commencé par les provinces du Nord et Sud Ubangi et le gouvernement de la République est en train de venir en aide aux populations sinistrées de ces deux provinces. Le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mbikai, est arrivé dans la région par Guémena au Sud Ubangi avec une cargaison d'assistance. Des réunions avec les humanitaires, on fait leur part des choses et donc le gouvernement vient d'abord pour donner la première aide. On aurait pu attendre que tous les vies viennent par bateau. Et on s'est dit que comme c'est urgent, qu'on voit derrière moi, il y a un cargo qui est arrivé, d'autres vont arriver pour amener le nécessaire pour soulager tant soit peu la souffrance de compatriotes de Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, mais aussi celle de la Mongala. Donc je suis ici pour représenter le gouvernement, le Premier ministre et le chef de l'État. Steve Mbikai se rendra ensuite dans d'autres localités dévastées par ces eaux d'une rare abondance.